Les fêtes juives. Alors je vais expliquer ici maintenant le cycle lui-même. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque fête, ça demanderait d'autres vidéos. Le cycle lui-même a une logique. Et la première des fêtes juives, c'est le Shabbat. Ce n'est pas vraiment une fête, c'est Shabbat, c'est un statut différent, mais ça revient de façon hebdomadaire. On a déjà parlé du Shabbat par ailleurs, c'est le Shabbat. Ce qui est intéressant, c'est que le cycle des fêtes est en miroir du cycle shabbatique. Je vais m'expliquer. D'abord, beaucoup de gens croient que l'année juive commence à Rosh Hashanah, c'est-à-dire au Nouvel An juif. Donc le cycle des fêtes commencera à ce moment-là. C'est pas tout à fait comme ça. Le cycle des fêtes commence avec Pessah, c'est-à-dire au printemps, donc 6 mois avant Rosh Hashanah. Et c'est un cycle très logique. Je vais l'expliquer. À Pessah, on commémore la sortie d'Égypte. C'est la fête aussi du printemps, Chag HaAviv. C'est la fête de la liberté, Chag HaCherut. Donc on a une valeur, la liberté. On a le printemps, une saison qui est liée à quelque chose d'agricole. Et on a une valeur historique, la sortie d'Égypte. Fin de l'esclavage. Eh bien, on commence un cycle avec ce printemps, la fête de Pessah, avec ses interdits, la question de éliminer le Hametz, manger des matzot, etc. Je ne rentre pas dans le détail. La fête de Pessah dure 7 jours. Premier jour est un Yom Tov, dernier jour est un Yom Tov. Entre les deux, c'est ce qu'on appelle Chol HaMoed. Ça, c'est un point important. Yom Tov, c'est comme Shabbat, c'est avec les mêmes interdits, sauf qu'on a le droit de cuire et de porter. Et Chol HaMoed, c'est des semi-fêtes, on marque le coup, mais les interdits de travaux n'ont pas lieu a priori, même s'il y a des gens qui s'interdisent certaines choses. Et puis le dernier jour, qui est aussi Yom Tov de conclusion. Donc vous constaterez qu'on a déjà 2 Yom Tov. La fête suivante, c'est Shavuot, don de la Torah. Don de la Torah, quand on est arrivé au Mont Sinaï, 50 jours après la sortie d'Égypte. Donc la valeur qui sous-tend cela, c'est la loi. Le don de la Torah, c'est la loi, c'est la responsabilité. C'est aussi l'égalité devant la loi, puisque la loi est donnée à l'ensemble du peuple. Elle n'est pas donnée à Moïse, elle est donnée à tout le monde, à l'ensemble du peuple. Et les Juifs sont, dans le judaïsme, c'est très important, sont égaux devant la loi. Et ensuite, sur le plan agricole, c'est une dimension aussi, qui est le début des récoltes. Alors, entre Pessah et Shavuot, il y a un temps, ce qu'on appelle le conte du Homer, qui est très important parce que il y a un risque, dans l'Antiquité, c'était très vrai bien sûr, un risque agricole de catastrophe naturelle, ou pas naturelle. Allez savoir, peut-être des sauterelles vont manger votre récolte, la grêle, une espèce de vermine qui va dévorer aussi les récoltes, pourrir les fruits, les fleurs, etc. Et donc, toutes ces problématiques risquent de mener à la mort des premiers-nés, c'est-à-dire à la mort des enfants, de la famine. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que l'édit d'Égypte représente un danger réel. Ce n'est pas un danger mythologique dans l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est un danger réel pour l'agriculteur. Donc on a en quelque sorte éloigné ces plaies symboliquement au moment de Pessah, et on souhaite arriver à Shavuot, donc à la Pentecôte, à la fête des semaines, 50 jours après Pessah, en commençant sa récolte. Le cycle continue. Donc à Shavuot, j'ai reçu la Torah. Je vais aboutir à la 3e fête de pèlerinage, parce que tout ça c'est des fêtes de pèlerinage, Shalosh Regalim, 3e fête de pèlerinage qui est Sukkot, qui est à l'automne et qui est Chag HaAsif. Asif, c'est on ramasse, c'est les récoltes au sens où on ramasse les récoltes, on rentre tous ces fruits qu'on a pu accumuler. Et donc, c'est la fin de l'année agricole. Et Sukkot, la fête des cabanes, représente justement le fait qu'on sorte dans une cabane de son habitat fixe, comme pour goûter à une forme de fragilité, alors qu'au contraire, on ne devrait pas être fragile, puisqu'on a fait ses récoltes. Ça, c'est la dimension agricole. Alors, c'est extrêmement intéressant, parce que ça correspond à la fin, dans le climat méditerranéen, des récoltes toute la nourriture. Si vous avez eu l'orge, dont les prémices arrivent à Pessah, la récolte commence à Shavuot, vous avez donc l'orge, le blé, durant l'été, différents fruits,
Et à l'automne, les fruits qui restent, dattes, figues, olives, etc. Tout ça, c'était la nourriture principale dans l'Antiquité. Donc, on a rempli ces granges. On finit Sukkot, donc en allant habiter dans une souka, et on demande la pluie. C'est le loulav représente cette question des saisons. Le loulav, c'est le bouquet qu'on agite pendant Sukkot. On demande la pluie qui va venir préparer l'année suivante agricole. On a donc 3 fêtes de pèlerinage qui font un cycle qui dure 6 mois, parce qu'entre Pessah et Sukkot, il y a 6 mois, et puis il y a 6 mois sans fête. Et Sukkot commémore l'avancée, la protection divine des Juifs dans le désert. Dieu nous protège. C'est ça la soukha, le srar de la soukha. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une progression. Et dans la soukha, c'est aussi la convivialité, la fraternité. On ramène les gens. On doit avoir des invités dans la soukha. Elle est ouverte, toujours. Et donc, on a, dans ces 3 fêtes, vous voyez, liberté avec Pessah, égalité devant la loi à Shavuot, fraternité à Sukkot. Je dis ça un peu pour rire, mais c'est pas pour rire, c'est sérieux. Liberté, égalité, fraternité, c'est très juif. C'est pas que républicain. Et on a cette dimension de progression. Et normalement, à Sukkot, on est face à une harmonie totale. Parce que la soukha représente l'harmonie de la protection divine et une proximité, en fait, avec la Shekhinah, la présence divine. Le problème, c'est qu'on a construit un idéal, et quelque chose qui se veut complet. Sauf que dans l'histoire juive, il y a un obstacle, il y a une crise, et la crise est très importante. La crise, elle se symbolise par Tisha B'Av, le 9 du mois de Av, qui commémore la destruction du temple. Mais il y a aussi le 17 Tammuz qui vient 3 semaines plus tôt, et donc cette période 17 Tammuz, Tisha B'Av, représente les grands échecs de l'histoire juive. Que ce soit la faute du veau d'or, la brisure des tables, de la loi, l'incapacité d'entrer en terre d'Israël au moment des explorateurs dans le livre des Nombres, que ce soit la destruction des différents temples, etc. etc. C'est-à-dire que c'est l'échec. Si on a un échec comme ça, normalement on ne devrait pas s'en relever. Après tout, on pourrait dire, voilà, les Juifs sont sortis d'Égypte, ils sont passés Pessah, Shavuot, mais échec, on arrête là. Alors justement, il y a possibilité de rattrapage. Très important, il y a échec, mais comme dans les examens du bac, session de septembre. Et c'est quoi la session de septembre? C'est Rosh Hashanah et Kippour. C'est le rattrapage. Pour la tradition juive, Kippour, c'est l'anniversaire aussi du moment où Moïse, descend avec les 2e tables. C'est-à-dire qu'il y a des tables de rattrapage. Et donc c'est le jour du pardon. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Donc on sonne du chauffard, de la sonnerie, pour nous réveiller notre conscience. C'est comme un appel au secours. Et puis 10 jours plus tard, il y a Kippour, jour du pardon. Donc on a un cycle, vous voyez, qui est très bien construit. Alors si vous regardez le détail de ce cycle, combien on a de Yom Tov dans tout ça? On a un Yom Tov, premier jour de Pessah, un Yom Tov, dernier jour de Pessah. On a un Yom Tov à Shavuot, on a un Yom Tov, premier jour de Sukkot, et puis un Yom Tov, dernier jour de Sukkot, qui est Shmini Chaga Atzeret, qui n'est déjà plus Sukkot. Et puis on a Rosh Hashanah, qui est un Yom Tov. De nos jours, ça dure 2 jours, Rosh Hashanah. Mais à l'origine, c'est un jour. Donc vous voyez qu'on a 6 jours de Yom Tov, comme on a 6 jours de semaine. C'est pour ça que c'est en reflet avec la semaine. Et vous me direz, et Shabbat, il est où? Ben, Shabbat, il est Shabbat Shabbaton, c'est Kippour, qui est le Shabbat des Shabbats. Donc vous voyez que le cycle du temps juif, à travers l'année, est comme une espèce de miroir du cycle du temps hebdomadaire. Et là-dessus, vous me direz, mais attendez, qu'est-ce que vous faites des fêtes en hiver? Il n'y a pas de fête pendant 6 mois. Ben non, il y a un grand trou. Sauf qu'on a rajouté 2 fêtes importantes, qui sont Hanouka et Purim, qui sont liées à des épisodes historiques dans la Bible. Hanouka, c'est la fête où on commémore la victoire contre les Grecs qui ont cherché à nous transformer en Grecs, à l'époque des Maccabim. Purim, on commémore le fait qu'au moment de la reine Esther, on a réussi à échapper à l'extermination physique des Juifs. Ces 2 fêtes marquent la survie physique des Juifs à travers l'histoire, aussi bien donc spirituelle. La survie spirituelle, ça c'est Hanouka, et c'est symbolisé par la lumière, c'est pas pour rien. La survie matérielle, physique, à Purim.
Maintenant, ça se complique, parce que tout ce cycle de fêtes, vous voyez, qui est complété par donc Hanouka et Purim, on va ajouter des petites fêtes qui sont nouvelles ou moins marquées. Ça va être des jeûnes, ça va être le Nouvel An des Arbres, tout Bishvat par exemple, ça va être des fêtes tout à fait nouvelles, ou commémorations nouvelles, Yom HaShoah, Yom HaZikaron, le jour où on se souvient des soldats israéliens morts au combat, Yom HaHatzmaut, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël. Vous voyez, on a d'autres moyens aujourd'hui, d'autres occasions de marquer le temps. Mais ça ne change rien à la structure générale que j'ai mise en avant, qui est très logique et qui est un passage de valeurs, vous voyez, à la fois agricole, à la fois historique, ou mytho-historique, si je peux le dire, avec des valeurs fondamentales de liberté, de responsabilité face à la loi, de fraternité, de recherche d'harmonie, d'apporter de la lumière, Hanouka, une joie face au mal, enfin c'est Purim, très intéressant aussi. Et chaque fête mérite évidemment qu'on la commente. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir conscience de l'ensemble du cycle, très logique, qui est lié aussi au cycle de la Lune, du renouvellement de la Lune, qui marque symboliquement le renouvellement spirituel et la renaissance perpétuelle du peuple juif. Et donc, on a quelque chose qui se tient et qui rythme la vie d'un être humain d'année en année. Et comme on a le rythme de semaine en semaine avec Shabbat, on a d'année en année avec ces différentes fêtes, et qui seront accompagnées par des coutumes, des chants, chaque fête a ses airs, par des recettes de cuisine, etc., etc. Ce qui fait que ça crée une richesse et une forme de relief tout au long de l'année juive, et quelque chose d'extrêmement plaisant, et y compris pour les choses austères, comme Yom Kippour, où on jeûne strict, ou Tisha B'Av au milieu de l'été, où pareil, on commémore la destruction du temple en jeûnant et en lisant les lamentations de Jérémie. Chacune de ces fêtes est liée aussi à des livres qu'on lit. Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, à Pessah, parce que c'est le printemps, c'est l'amour, c'est l'éveil à l'amour entre Dieu et Israël. Le Shavuot, on lit le livre de Ruth, parce que Ruth, c'est le moment du début des récoltes, et puis elle se convertit au judaïsme, et donc elle reçoit la loi. Sukkot, on lit Kohelet, c'est-à-dire l'Ecclésiaste, qui est complètement blasé, et vanité des vanités, tout est vanité, un des plus grands textes de la Bible, mais c'est comme pour nous refroidir un peu face à l'enthousiasme de nos richesses accumulées durant cette année agricole, et ou peut-être nos excès de religiosité si on a bien monté tous les échelons. Et puis il y a Tisha B'Av, le 9 du mois de Av, qui vient au milieu de l'été, où on lit la très très poignant texte des lamentations de Jérémie, Echa. Et il y a évidemment Purim, où on lit la Megillah d'Esther. Et donc on voit que chacune de ces fêtes est ponctuée aussi de lecture, de réflexion, d'études. Donc le calendrier juif, il est d'une très belle richesse, mais il est aussi une construction tout à fait logique, équilibrée et surtout harmonieuse.